Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers participants. Très heureux, je suis Denis Valence, président de l'UNAFORIS, et je suis très heureux d'ouvrir cette pré-conférence avant le grand événement qui démarre demain et l'accueil de tous les participants à cette belle semaine. Merci d'être venus aujourd'hui. Nous allons tenir cette pré-conférence en français. C'est dans cette langue que je m'exprime également, et je m'en excuse pour les gens qui sont de langues différentes. Ma pratique de l'anglais n'est pas encore suffisante pour faire la traduction simultanée. On sait que la langue peut d'ailleurs être un obstacle dans la participation des Français de la France aux événements internationaux. Nous y travaillons dans toutes nos écoles de formation de travailleurs sociaux et nous comptons néanmoins bien être présents sur tous ces créneaux internationaux. Je souhaite avant toute chose remercier tous ceux qui portent l'association EASSW, l'Association européenne des écoles de travail social, qui se mobilisent toute l'année pour permettre ce type de rencontre. Ils sont acteurs, bien au-delà de leur engagement strictement professionnel, dans le développement de l'essentiel dialogue international. L'UNAFORIS est un de ces acteurs, mais un parmi tant d'autres. Vous les découvrirez tout au cours de la conférence pour beaucoup d'entre eux. C'est un réseau très vivant, très dynamique. Je remercie en particulier Robert Bergougnan, qui est ici, à mes côtés, qui représente l'UNAFORIS depuis un certain nombre d'années à EASSW. Il a été constant depuis des années pour que nous déposions au titre de l'UNAFORIS notre candidature pour accueillir à Paris cette grande manifestation européenne. Il a ensuite porté toute l'élaboration avec notre équipe permanente et une centaine de bénévoles de notre réseau, développeurs à l'international parmi les formateurs et responsables de formation et étudiants, dont plusieurs sont présents dans cette salle. Tous sont mobilisés pour que tout se passe au mieux, notamment votre séjour, et que vous profitiez au maximum de toutes les conférences et rencontres. Je remercie également John Crowley qui met en place en France le programme MOST au sein de l'UNESCO, qui a voulu et permis un partenariat prometteur autour de la conférence et qui nous dira tout à l'heure les perspectives de développement, de partenariat que nous pouvons envisager à la suite de cette conférence. Je remercie les écoles de formation de France et d'ailleurs, très représentées par leurs développeurs à l'international, qui se sont mobilisés déjà dans la préparation de la conférence. Ils ont l'esprit, vous avez l'esprit du réseau sur votre territoire, dans le cadre national comme à l'international. Ce sont eux, ce sont vous qui passez du discours au concret, qui réalisez cette ouverture. Ces responsables se sont parfois sentis isolés ou insuffisamment reconnus au sein de leurs propres institutions. L'UNAFORIS œuvre à leur permettre de se réunir, de réfléchir ensemble. C'est pour cela que nous tenons à donner la parole à plusieurs d'entre eux aujourd'hui. Je remercie aussi nos chercheurs, dont plusieurs sont également dans la salle, mais aussi dans d'autres préconférences, qui participent par leurs travaux à la capacité des travailleurs sociaux d'intervenir dans le monde de la manière la plus juste possible, qui participent au développement de réseaux de recherche avec des universités de tous les pays, sans avoir toujours la reconnaissance à la hauteur de leur investissement. Cela progresse, je veux les remercier encore. Merci enfin aux partenaires que sont les différentes revues de notre domaine et qui participent de manière déterminante à la connaissance et au développement de cette ouverture. Et je vous remercie tous, enfin bien entendu, d'avoir choisi cette pré-conférence. Elle a pour but, au travers de la question de la formation et de la recherche en travail social, de donner à voir et à comprendre la manière dont nous appréhendons les choses dans l'univers des centres de formation. Nous voulons que cette pré-conférence soit le renouvellement d'un élan ouvert à l'international, à partir de tous ces acteurs déjà dans l'action et en l'élargissant à tous ceux qui veulent y participer. Pas seulement les établissements de formation de travail social qui y sont déjà engagés, mais une dynamique qui réunisse tous ceux qui veulent trouver un espace en France pour échanger sur le développement des coopérations sur chacun des 4 axes indispensables sur lesquels nous voulons dialoguer avec vous. Premier axe, la participation aux débats internationaux sur les questions sociales. Deuxième axe, le développement de l'ingénierie et de la coopération internationale. Troisième axe, l'international dans la pédagogie.
Et le quatrième axe, la recherche, le travail social et la formation dans une dimension internationale. Nous voudrions, à la sortie de cette semaine, connaître tous ceux qui veulent continuer, transformer cette dynamique. Faites-vous connaître. Nous sommes à votre disposition, nous avons un stand dans le hall d'accueil pour prendre vos coordonnées, vous recontacter et faire réseau encore mieux ensemble. Nous avons par ailleurs demandé à Joëlle Libois, que je remercie amplement, je la cherche du regard. Voilà, Joëlle, merci. La présidente de l'EFRIS, que je remercie vraiment personnellement d'être là, d'être venue spécialement exprès à Paris. Merci Joëlle, pour clôturer, notamment assister bien entendu à cette préconférence, et elle prendra la parole à la fin de cette préconférence. Vous savez que la conférence de l'EFRIS qu'elle préside se tient à Montréal la semaine prochaine. C'est un lourd travail international. Merci d'avoir pris le temps de cet aller-retour pour venir nous soutenir et nous formuler vos retours sur cette préconférence. Vous nous présenterez une forme de conclusion en forme de perspective pour nous dire aussi comment dans d'autres pays cette dynamique s'organise dans le cadre de l'EFRIS. Je souhaite pour ma part, en ouverture de cette préconférence et pour terminer, réaffirmer notre volonté politique au sein de l'UNAFORIS sous plusieurs angles. Première chose, nous voulons participer à la réflexion internationale au-delà des frontières. Bien entendu, pour faire valoir nos visions spécifiquement françaises en matière de garantie sociale ou de formation sociale, mais surtout pour écouter ce qui se vit ailleurs, nous en imprégner, savoir transformer notre propre vision. Nous croyons également en la capacité de nous soutenir mutuellement. Les politiques sociales sont par nature fragiles. Elles sont malheureusement régulièrement remises en cause lorsque les contraintes financières se font plus dures, mais également remises en cause dans beaucoup de pays. Et nous avons la chance ici de pouvoir encore représenter et être entendus de manière spécifique. Les politiques, ce n'est jamais garanti pour la durée. Les politiques sociales, nous sommes convaincus que par les échanges internationaux, elles sont de nature à améliorer la prise en compte humaine de toutes les détresses dans un monde soumis à de fortes tensions internationales. Migration climatique, conflits, vieillissement, mobilité, radicalisation de toutes sortes. Nous voulons également favoriser en France la structuration, le développement, la reconnaissance, la notoriété et surtout l'utilisation de la recherche au niveau national comme international. Nous voulons œuvrer aux coopérations entre pays, entre acteurs de terrain qui consolident, développent et augmentent l'influence et l'efficacité du travail social à travers le monde. Nous voulons faire des formations des travailleurs sociaux le lieu de cette vitalité, localement mais globalement, de l'acquisition des postures et des compétences en phase avec les exigences de la société. Nous voulons les doter de cette capacité de réflexion, d'analyse et de prospective qui en feront demain des acteurs déterminants pour la préservation de la vie et des droits humains, pour les égalités de toutes sortes, pour la paix, pour un rapport au monde positif et constructif, dans une intelligence collective qui respecte chacun et lui permet de vivre sa vie dans la dignité. Je vais maintenant passer la parole à Robert Bergougnan. Robert, directeur général d'Erasme, qui est basé à Toulouse, mais qui rayonne bien au-delà de Toulouse, du fait du développement de ses coopérations transfrontalières et à l'international. Mais aussi, Robert, référent de l'UNAFORIS, depuis 5 ans, sans relâche, pour l'animation du réseau des 130 établissements de formation qui le constituent et qui nous représentent à EASSW, à l'EFRIS, à France Expertise, au CFADS. Pour assurer le rôle de modérateur de cette préconférence, j'ai sollicité l'aide de Manuel Pellissier. Manuel est directeur général de l'Institut régional du travail social de Paris, Île-de-France. Il est impliqué à bien des titres dans des coopérations internationales au niveau de chacun des 4 axes de notre préconférence. Il est représentant de l'UNAFORIS à tous les grands moments internationaux et en particulier au sein de l'EFRIS, dont il a été président il n'y a pas si longtemps. Il a été également mandaté par le Haut Conseil du travail social, mis en place il y a 1 an, pour formuler la définition du travail social, qui fait encore débat, mais qui a conduit en tout cas à la définition et à l'inscription pour la première fois dans le Code de l'action sociale et de la famille d'une définition s'appuyant sur la définition internationale. Nous avons fait le choix de confier ensuite les interventions et le lancement de l'échange sur chacun des axes à ceux qui, dans notre réseau,
s'impliquent non seulement concrètement au niveau de leur centre de formation, mais aussi au sein du réseau de différentes organisations internationales alliant depuis des années le local et le global, qu'ils réinvestissent à tous les niveaux de leur centre de formation et de l'UNAFORIS. Le réseau UNAFORIS, ce sont d'abord les centres de formation et les acteurs locaux, plus que la présidence ou la responsabilité nationale. Enfin, nous avons demandé, sur chacun des axes, à 2 discutants, l'un qui est du réseau UNAFORIS, un autre partenaire, de commencer le dialogue avec la salle en complément de l'introduction au sujet. Le timing va être rythmé, mais nous souhaitons vraiment, abondamment, que vous puissiez réagir, prendre la parole, poser vos questions aux différents intervenants, apporter également vos éclairages d'acteurs et de piliers de cette démarche internationale. Je vous souhaite de profiter pleinement de tous ces échanges. Bon après-midi et bonne semaine derrière. Bien, bonjour à tout le monde. Peut-être un petit mot en tout début de cette présentation. Je voudrais remercier 2 personnes, en tous les cas, qui m'ont mis le pied à l'étrier sur ces questions internationales. Une personne s'appelle Jérôme Vence, on le connaissait, il est toujours présent parmi nous, bien sûr, mais il a pris sa retraite dans la Bretagne. Et l'autre personne, c'est Gérard Schaeffer, qui est ici, au premier rang, et qui m'ont initié à cette démarche sur le travail social international. Un autre petit mot aussi pour mes amis vietnamiens qui m'ont souvent interpellé et avec qui j'ai l'occasion d'échanger régulièrement sur les échanges mutuels que nous pouvons engager entre Français et Vietnamiens. Voilà, donc un petit mot pour ces personnes qui m'ont motivé. Bien sûr, je suis particulièrement heureux que cette rencontre d'aujourd'hui ait lieu à l'occasion de cette grande conférence qui, je le souhaite, marquera le début d'une dynamique forte dans notre réseau de participation au mouvement mondial pour la justice, pour l'égalité, la dignité, le droit de vivre en paix dans un monde capable de préserver son espace vital. Je voudrais aussi insister sur le risque auquel nous sommes tous exposés concernant cette question du travail social international, à savoir celui de penser que nous sommes dans un monde globalisé où nous vivons l'internationalisation des questions qui impliquent le social comme quelque chose d'incontournable, comme une sorte d'évidence qui nous éviterait d'envisager les impasses, les fausses pistes, les obstacles qui existent sur ce chemin de l'international. Ainsi, à partir de mon expérience, de mes apprentissages, je voudrais souligner le fait que cette évidence ne peut suffire à définir la dynamique internationale du travail social. Bien sûr, le travail social est un sous-ensemble du social de la société elle-même, une construction humaine du vivre ensemble, dont il nous semble évident que cela soit universel, social et humain, apparaissant comme les 2 faces d'une même pièce. Pour autant, la structuration historique du travail social en fait un objet situé, localisé, ancré. Le travail social en France, le travail social en Allemagne, ailleurs. Et les visions locales, les visions nationales occupent une place très prégnante. Je pourrais rajouter les préoccupations quotidiennes. Il n'est qu'à considérer comment, aujourd'hui, en France, nous avons travaillé pour rédiger une définition française du travail social qui a été intégrée au Code de l'action sociale et des familles. Et toute légitime que soit cette démarche, je me demande si, dans notre démarche à tous, nous ne devons pas continuer à œuvrer pour mieux intégrer, pour s'inclure, en tous les cas, dans cette démarche de définition internationale du travail social. L'intérêt, en France, pour le travail social international n'est pas nouvel. En 1928, Christian, ici présent dans son livre « Du village gaulois au village global », le rappelle, en 1928 s'est tenue une très grande conférence à Paris qui a initié la création des 3 grands mouvements que sont l'Association internationale des écoles de travail social, avec laquelle nous sommes partenaires pour cette conférence, le Conseil international d'action sociale et la Fédération internationale des travailleurs sociaux. Donc, à partir de 1928, la France et des Français ont été fortement impliqués dans la création de ces mouvements.
Depuis, cette dynamique-là s'est un petit peu diluée. Dans un premier temps, cette idée de travail social international, l'idée était de collaborer à l'élaboration d'une profession, à des contenus de formation et des méthodes particulières pour les travailleurs sociaux. On s'intéressait beaucoup aux travailleurs sociaux qui œuvraient dans des organisations internationales comme la Croix-Rouge ou dans des régions coloniales. Rapidement, les approches internationales du travail social ont été considérées sous l'angle de l'enrichissement comparatif. Et c'est là peut-être un deuxième niveau. Ce qui se fait ailleurs est différent d'ici, et repérer les différences peut permettre d'envisager des évolutions, des importations. C'est l'idée du transfert de bonnes pratiques qu'il y a derrière. Le biais et les freins à ces transferts potentiels sont souvent expliqués par les spécificités historiques et culturelles. Bien que très riche, c'est indéniable, cette approche du travail social est marquée par une logique exotique. Et c'est de cela dont il faut quand même régulièrement se méfier ou en tous les cas s'interroger. Cette logique exotique peut avoir comme conséquence le développement des approches qui sont aussi très pertinentes d'une vision de l'international appréhendée uniquement sous l'angle de l'interculturel. L'international apparaît comme un outil pour recontextualiser des pratiques, mais aussi pour s'appuyer sur des dynamiques altermondialistes qui nourrissent des approches radicales. L'internationalisation apparaissant ici comme une mondialisation antisociale. Avec l'essor de cette mondialisation, de l'essor du numérique, des transports aériens, des évolutions climatiques aussi qui touchent nos sociétés, notre environnement, avec l'émergence et le renforcement de conflits locaux, armés, violents, le regard du travail social international s'est déplacé ces dernières années, et depuis une dizaine d'années, pour les aborder d'un point de vue plus global. Aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur la définition qu'en donne Lynn Healy, qui intègre et présente le travail social international comme un concept multidimensionnel, une façon de regarder et d'apprécier le monde et de reconnaître l'impact de la mondialisation sur le bien-être humain et les pratiques, y compris les pratiques locales et autochtones. Une approche basée sur les connaissances internationales, les préoccupations et les actions sur les questions sociales à l'échelle mondiale. C'est aussi la participation à des organisations professionnelles internationales et à un dialogue permanent pour comprendre la profession au plan mondial. Surtout pour assurer la promotion du développement des droits humains et un futur axé sur l'action pour le changement global. Il y définit l'interdépendance entre les problèmes mondiaux, les pratiques et les politiques menées par les États-nations et souligne l'importance des objectifs du travail social international. Promouvoir la justice sociale mondiale et le bien-être humain pour assurer la pertinence constante de la pratique locale. Elle attire l'attention sur les réalités mondiales qui affectent les conditions locales. Cette dernière approche alimente la dynamique spécifique et collaborative des trois grandes organisations internationales que je citais. Elles ont élaboré ensemble trois outils, l'agenda global pour le travail social et le développement social avec son observatoire, la définition internationale du travail social et ont mis en place la Journée internationale du travail social. Anna Maria Campanini, aujourd'hui présidente de l'Association internationale des écoles de travail social, explique ceci. Les trois organisations ont développé une vision à l'échelle locale, nationale et mondiale en réponse à des problèmes et des défis tels que la pauvreté, la protection sociale, les droits de l'homme, le développement communautaire, la crise et l'intervention d'urgence, mais aussi la réponse à des phénomènes comme le handicap, la crise des différentes phases de la vie, la crise des familles, la création de partenariats avec les utilisateurs de services et le développement de pratiques interdisciplinaires et la discussion avec les politiques sociales. Beaucoup de ces aspects sont également inclus dans le document, elle citait à l'époque, des objectifs pour le millénaire de l'ONU, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais un engagement réel du point de vue du travail social est nécessaire pour intégrer les problèmes socio-économiques et environnementaux pour le développement durable. Aujourd'hui, les références de l'ONU sont les objectifs pour le développement durable. Ils se déclinent dans les programmes de l'UNESCO, un de nos partenaires aussi pour cette conférence,
dans la promotion, à travers la promotion d'un outil qui est le laboratoire des politiques inclusives et qui nous sera présenté au cours de ces journées. Michel Vievorka, qui ouvrira la conférence aussi demain, est le président du comité français pour ce programme qui s'appelle le programme MOST. D'autres points d'ancrage se situent du côté du Conseil de l'Europe. Et là aussi, les 47 pays membres du Conseil de l'Europe sont engagés sur un certain nombre d'outils, dont les deux principaux sont la Cour européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne. Pour nous, le travail social, c'est aussi investir ces outils, investir ces lieux comme un espace de discussion et d'action. Dans un contexte de crise, de conflits, de désastres naturels violents, la question et les enjeux du travail social international sont donc à situer bien au-delà d'une vision qui serait bienveillante et interculturelle de la question sociale. La question fondamentale n'est pas d'être des agents de la redistribution, mais bien des acteurs de dynamisation et d'accompagnement du changement social pour un monde plus juste et plus inclusif. Il s'agit, dans un monde où les effets de la croissance sont inverses au progrès social et environnemental, plus de croissance, plus de fractures sociales, plus de pollution, plus d'inégalités, il s'agit de construire un travail social à même d'agir sur le processus de transition écosociale. Un travail social qui étaye le développement social durable. Pour beaucoup, le travail social dans le monde, pour beaucoup de travailleurs sociaux, dans le monde, l'action n'est pas inscrite dans les cadres d'action que nous connaissons en France, sécurisés et stables. La définition internationale du travail social constitue un repère fort qui permet à la communauté des travailleurs sociaux de construire des légitimités, des solidarités. Reprendre la définition internationale du travail social en France constitue pour une majorité de pays dans le monde un indicateur fort, un signal de soutien. Il semble que nous soyons encore un petit peu immatures sur la scène internationale pour être capables de tenir cette place. La définition internationale, au-delà du paragraphe introductif, envisage 3 dimensions. Le travail social est plus qu'une profession de praticien, c'est aussi une discipline, un champ de recherche qui produit son langage, qui produit son discours. Le changement ne se réduit pas à modifier la position des personnes. Il vise le changement social, le changement des rapports entre les individus et les collectifs, ceci appréhendé dans une vision biopsychosociale, c'est-à-dire une approche holistique qui transcende les niveaux micro et macro, mobilise toutes les interactions, le tout dans une perspective toujours de développement durable. L'engagement, l'implication des acteurs dans le processus de changement qui intègre et va au-delà du revendicatif vers la mise en œuvre d'autres modèles du vivre ensemble. C'est cela l'enjeu, et donc pour nous, Français, de s'inscrire dans ce mouvement du travail social international. Ce n'est pas céder aux sirènes de l'exotisme et de la bienveillance empathique. Ce n'est pas construire un business de la formation, mais c'est bien s'engager dans une perspective qui place le social comme cristallisateur de l'économique et de l'environnemental, tel que Jeff Peter le définit. C'est pour cela que l'engagement dans les organisations internationales et le respect des travaux et des orientations produites dans ce cadre est important à enseigner, mais aussi à enrichir, non pas replié sur nous-mêmes, ce qui à mon avis n'est déjà plus possible, mais ouvert et respectueux des visions et des apports des autres. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais appeler tout de suite Christian Rollet, président de la conférence IASSW 2018, John Crowley, chef de section recherche politique et perspective à l'UNESCO, et Gérard Schaeffer, directeur adjoint formation initiale à l'ESTES Strasbourg, à la tribune, ce qui me permet, pendant qu'ils arrivent, de vous indiquer comment va se passer cette préconférence, avec donc 4 axes précis, successifs, complémentaires, et qui permettent finalement d'avoir un débat sérieux par ces 4 questions ou focus qui intéressaient fortement l'UNAFORIS. Vous savez que nous sommes tous très attentifs au temps, mais qu'on en devient vite esclave. La règle du jeu, qui est une règle compliquée, c'est toujours d'avoir trop peu de temps. Donc là, nous avons donc choisi un système dans lequel il y a une présentation de chaque axe par un intervenant, une réponse qui est, comme l'a dit Denis Valence, une amorce de dialogue par donc 2 discutants, et surtout derrière un échange avec la salle pendant encore une dizaine de minutes. Voilà, donc
On va essayer de tenir le timing parce que, comme toujours, si on dérape, les derniers intervenants parlent beaucoup trop tard. Voilà. Donc, Christian Rollet, tu as la parole sur ce premier axe qui est participer aux débats internationaux sur les questions sociales. Bonjour à tous. La mondialisation rentre dans notre quotidien chaque jour davantage. C'est que nous n'avons qu'une planète. Nous sommes déjà plus de 7,5 milliards d'êtres humains et dans peu de temps, au milieu du siècle, nous serons au moins 10 milliards et peut-être davantage. Donc il faut bien gérer tous ensemble, au niveau de l'humanité entière, les problèmes que pose cette situation totalement inédite. À mon avis, c'est pour ça que la mondialisation est incontournable. Non pas la forme qu'elle prend aujourd'hui, naturellement, qui peut, à mon avis aussi, qui doit être modifiée, qui est dominée par des critères financiers, qui est facteur d'injustice croissante. Ce n'est pas ça, évidemment, qui s'impose. Ce qui s'impose, c'est de traiter les problèmes de l'humanité à l'échelle de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement que nous ne subissions pas cette évolution, mais que nous participions aux débats internationaux sur les questions sociales. Le travail social, bien entendu, prend appui sur le local, mais pour bien agir localement, de plus en plus, il faut penser globalement. Alors ça, ce sont des généralités. Je vais essayer d'être concret. Je ne prendrai que 3 exemples, mais si vous avez le loisir de lire du village gaulois au village global, vous en trouverez beaucoup d'autres et j'ai le plaisir demain de participer à une séance de dédicace. Donc, je vous y attends si vous le souhaitez. Alors, voilà mes approches concrètes. La première concerne les organisations internationales, mais le sujet vient d'être défloré, je vais aller assez vite. Alors, on a l'habitude, enfin, c'est un grand homme qui a dit que l'ONU, c'était un machin. Peut-être que c'est lourd. Ce sont l'ONU, le système ONU, mais aussi les institutions européennes. Ce sont de lourdes machines qui connaissent des luttes d'influence, des crises internes et qui manquent d'argent. Mais c'est aussi une fabuleuse source d'information, de réflexion et de débat. C'est une concentration d'experts de haut niveau. Et c'est donc autant d'occasions d'échanger nos expériences avec les autres. Alors, si on parle du travail social français, on voit à peu près quand même où sont les choix naturels. L'ONU, j'y reviens, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'Union, les institutions de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, il y en a d'autres, en particulier, je crois, l'UNESCO, puisque c'est notre partenaire ici. Alors, il y a par exemple, pour être concret, une journée mondiale du travail social organisée par l'ONU tous les ans, au mois de mars, et qui prend la forme d'une manifestation à New York, mais aussi à Genève, et dans certains pays, parce que simplement, cette journée est l'occasion pour les travailleurs sociaux de se manifester, de se faire connaître. Nous avons la chance en France d'être tout près de Genève, tout près de Bruxelles, et puis nous avons Strasbourg. Rien que ces 3 villes qui sont très accessibles par tous les moyens de transport nous font de nous des privilégiés, en quelque sorte. Toutes les activités qui s'y déploient sont relativement faciles d'accès pour un acteur social français. Et donc, j'invite, évidemment, c'est déjà le cas, ça a été dit avant moi, donc je ne peux que vous inciter à poursuivre le mouvement qui est déjà engagé. Et je voudrais aussi citer alors
C'est un petit peu plus loin de nous peut-être, mais c'est vraiment le lieu des débats internationaux sur les questions sociales. C'est la Commission du développement social de l'ONU, qui est une arène tout à fait importante. Elle se réunit 15 jours au mois de février tous les ans. Bien entendu, il y a quantité de travaux intermédiaires qui sont autant d'occasions de préparer ces débats. Le deuxième sujet que je veux aborder très vite, c'est la question de la production intellectuelle et scientifique au niveau du travail social, au niveau des questions sociales plus largement. En France, il est clair que le monde du travail social produit, innove, discute, analyse largement autant que d'autres pays. Je crains malheureusement que beaucoup de ces autres pays ne le savent pas. Ils ne le savent pas pour différentes raisons. L'une d'elles a été mentionnée aussi par notre président, c'est les difficultés que nous avons à nous exprimer dans la langue qui aujourd'hui, sur le plan pratique, est tout de même la plus importante à pratiquer, c'est l'anglais. Une autre de nos faiblesses, elle est peut-être liée à la question de la langue, c'est que dans les revues internationales non francophones, nous sommes très peu présents. Alors que dans les comités de rédaction, on peut trouver des Allemands, des Italiens, je parle évidemment de revues de langue anglaise, mais on trouve, y compris dans les comités de rédaction, des gens qui ne sont pas des anglophones. Et on trouve extrêmement peu de francophones. Bon, j'ai fait une petite étude que je cite dans mon livre. C'est très frappant, c'est un vrai sujet qu'il faut que nous puissions prendre à bras-le-corps. C'est aussi un peu pour ça que la définition internationale du travail social s'est faite sans nous. Alors maintenant, ça y est, on a compris, on a pris conscience de notre retard et j'allais dire, on est maintenant complètement en phase avec la communauté internationale dans ce domaine. Mais pendant des années, la discussion s'est faite sans nous. Et enfin, je vais parler des conférences internationales, du travail social, de l'éducation et du développement social. Alors Robert Bergougnan a largement ouvert la discussion. Je ne vais pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, il y a donc 3 grandes ONG mondiales qui, ensemble, organisent des conférences internationales qui sont essentiellement un lieu d'expression pour les ONG du secteur social. Depuis 2010, elles sont vraiment conjointes, c'est-à-dire les 3 organisations ne font qu'une conférence mondiale, ce qui n'était pas le cas avant. Et comme la prochaine, en 2018, a lieu tout près d'ici, à Dublin, je lance déjà un appel. Les contributions sont ouvertes. Vous pouvez aller sur le site. Elles seront fermées, je ne sais pas, quelque part vers le mois d'octobre, je crois. Donc c'est tout à fait le moment de préparer Dublin. Et un des moyens quand même efficaces de préparation, c'est d'envoyer une contribution. Voilà, c'est quand même très facile en termes de frais de transport, c'est tout de même minime. Donc soyons nombreux à Dublin pour participer à la prochaine manifestation de cette conférence mondiale. Et je voudrais un peu terminer mon propos pour tenir dans le temps qui m'est imparti. Je pense que s'ouvrir à l'international, ça n'est pas du tout aller chercher des modèles ailleurs. Et pas davantage de chercher à exporter notre modèle. Je pense que c'est 2 contresens. Pour moi, je dirais que c'est une discipline intellectuelle. Comprendre notre propre système, en quelque sorte par contraste, en cherchant à mieux connaître celui des autres. Qui ne connaît que son système ne connaît pas son système. Qui ne connaît que sa langue ne connaît pas sa langue. C'est ça, la discipline intellectuelle de la démarche d'ouverture internationale. J'ajouterais que c'est aussi une gymnastique.
Une gymnastique de mouvements perpétuels d'aller et de retour entre notre pays et un autre pays ou une région, et que ce mouvement nous donne de la souplesse, nous donne finalement, en définitive, des moyens d'être efficaces, c'est-à-dire en réalité de la force. Voilà, je vous remercie. Je vais demander tout de suite à John Crowley de continuer de réagir. Un petit peu moins de temps, environ 5 minutes, c'est très très court, je sais bien, mais et après Gérard Scheffer continuera et avec la salle nous parlerons sur ce premier axe. Merci beaucoup. Mon temps étant écoulé, je vous remercie de votre attention. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler ici devant vous. Quand il y a pratiquement 3 ans maintenant, mes amis de l'UNAFORIS sont venus me voir, ou m'ont écrit d'abord, puis sont venus me voir pour proposer que l'UNESCO s'associe à ce congrès européen. Mon premier réflexe a été, c'est une bonne idée, mais on ne va pas arriver à concrétiser. Nous sommes, vous l'imaginez, très sollicités par toutes sortes d'organismes et de réseaux dont les valeurs sont proches des nôtres, et étant responsable des programmes de l'UNESCO dans les sciences sociales et humaines, dont les méthodes, les concepts et les références intellectuelles sont souvent également proches des nôtres. Mais la capacité de travailler ensemble suppose évidemment un peu plus que ça, sinon nous serions les interlocuteurs au quotidien de la totalité des communautés universitaires et professionnelles dans à peu près tous les domaines des politiques sociales, des politiques de l'environnement, des politiques du transport, du logement, que sais-je, partout dans le monde. Pour arriver à travailler ensemble, il faut un peu plus que ça donc, et je suis ravi qu'on ait réussi à le trouver très vite finalement, dès nos premières discussions, et que nous ayons réussi à concrétiser par la présence que nous avons ici, cette rencontre, pas simplement de valeurs abstraites, ce qui est déjà très bien, mais aussi d'un certain nombre de visions sur ce que peuvent être les relations entre le type d'approche qui est l'approche de l'UNESCO, qui est évidemment une approche très internationale, justement, inscrite dans une logique de coopération scientifique et politique à l'échelle de la planète tout entière, et les questions qui relèvent de la formation au travail social. Le lien, il est finalement très naturel, et Robert le rappelait il y a un instant, c'est le fait que les Nations Unies, dans leur ensemble, se sont dotées par l'intermédiaire de l'Assemblée générale, en septembre 2015, d'un agenda, comme on dit en franglais, donc pas un petit livre où on écrit ses rendez-vous, mais une vision, un programme, si vous préférez, ou un projet pour le développement inclusif et durable à l'horizon 2030. Alors évidemment, c'est une aspiration. Les objectifs sont ambitieux, tous ne seront pas tenus. Mais c'est un cap, une vision, une conception de ce que pourrait être un développement pour la planète tout entière qui, au lieu d'être, comme a pu l'être encore le cadre du millénaire, adopté par les Nations Unies en 2000 et qui avait débouché sur les 10 objectifs du millénaire pour le développement, quelque chose que les pays développés ou qui se croient tels feraient au bénéfice des pays moins développés ou qu'on juge tels, serait pour la première fois, dans un cadre qui est finalement un cadre post-développementaliste, eu un partage d'une vision, de valeurs, d'objectifs d'action et de critères d'évaluation de l'efficacité de l'action. Alors, on peut dire beaucoup de choses moins positives sur cet agenda. Le fait qu'il ait 17 objectifs et 169 cibles quantifiées dit assez qu'on s'y perd un petit peu et que chacun, notamment chaque agence des Nations Unies, a voulu sa petite niche à l'intérieur de cet agenda. Mais il n'empêche qu'au cœur de cette vision très ambitieuse de ce que serait un monde vivable à l'horizon 2030 et de ce que pourrait être le chemin pour y parvenir, la notion d'inclusion sociale occupe une place absolument centrale. Et cette notion d'inclusion sociale doit se penser, et c'est là la connexion que nous avons établie très tôt dans nos discussions avec l'UNAFORIS et qui débouche sur notre association à cette importante manifestation.
L'inclusion sociale comme valeur, comme objectif, exige une compréhension des conditions institutionnelles, des dispositifs au sens le plus large, qui permettent que l'inclusion sociale se réalise. Et l'inclusion sociale ne se réalise évidemment pas simplement par des déclarations d'intention, ni simplement par la mise en œuvre de stratégies de niveau législatif, ni même par la mise en œuvre d'institutions ou de dispositifs de type réglementaire. L'inclusion sociale existe dans la tête des agents sociaux et dans l'ensemble des interactions, des interrelations au quotidien par lesquelles ces agents soit réalisent, soit échouent à réaliser, soit franchement refusent les valeurs constitutives de l'inclusion sociale. Depuis la vision très générale des droits de l'homme, qui en sont le cadre, disons, législatif ou constitutionnel général, jusqu'aux principes professionnels, déontologiques, de bonnes pratiques, qui sont celles des travailleurs sociaux dans leur activité professionnelle et que les institutions de formation au travail social sont appelées à promouvoir et à enseigner. C'est ça le lien entre la vision générale, législative ou constitutionnelle, et les dispositifs pratiques qui assurent la mise en œuvre. Et dans cette articulation, l'UNESCO se situe évidemment beaucoup plus du côté du législatif et du constitutionnel, c'est notre rôle, mais la médiation qu'assurent les institutions de formation au travail social entre la vision générale et la capacité concrète d'action, à travers la formation des agents qui seront amenés au quotidien, par leur pratique professionnelle, à donner corps aux principes généraux de l'inclusion sociale, ça crée un lien très direct et je crois très pertinent. Je voudrais conclure en disant quelques mots de l'une de nos actions programmatiques qui est particulièrement pertinente en la matière, tellement pertinente d'ailleurs que nous lui avons consacré un petit stand dans le hall auquel je vous invite à rendre des visites. Nous avons de la documentation à distribuer et mes collègues, je vois Adrien là-bas, lui et les deux autres collègues présents, seront ravis de vous expliquer un petit peu plus ce que nous faisons par le biais d'un dispositif qui s'appelle le Laboratoire des politiques inclusives. Alors, dans un geste de pluralisme linguistique, les diapositives sont en anglais. Ça, c'est pas un fait exprès, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, puisqu'on n'a pas la traduction orale. Le Laboratoire des politiques inclusives, vous le découvrirez mieux, vous pourrez même le toucher, le manipuler. C'est un ensemble d'outils en ligne qui permettent de faire principalement trois choses. Premièrement, d'un point de vue thématique, conceptuel, méthodologique, de rassembler un ensemble de réflexions et d'informations sur les enjeux des politiques et de l'évaluation de leur caractère inclusif. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous imaginez que savoir si une politique est inclusive, c'est une question faussement simple. Aussi bien des politiques réellement existantes qu'il s'agirait d'évaluer que des politiques hypothétiques dont il s'agirait de réfléchir à la mise en œuvre éventuelle. Savoir ce que veut dire l'inclusivité d'une action publique, c'est donc tout un travail qui s'ancre profondément dans les sciences sociales et qui peut être beaucoup nourri de vos expériences d'éducateurs, de formateurs et de praticiens. Et j'espère que ce type de dialogue permettra de donner un fil UNESCO à cette importante manifestation. Deuxièmement, c'est un ensemble d'outils qui permettent que les praticiens de toutes sortes contribuent à l'élaboration des savoirs sur leurs pratiques. Alors, cette réflexivité, j'ai bien compris qu'elle est au centre de la formation au travail social, qu'elle est constitutive même d'une vision très largement partagée de ce que doit être la formation au travail social, mais on la retrouve également dans d'autres champs, dans d'autres aspects, à la fois des disciplines qui réfléchissent sur ces questions et des communautés de pratique qui réfléchissent sur la mise en œuvre des valeurs. Et enfin, ces outils en ligne sont le support d'activités sur le terrain, un peu partout dans le monde, puisque l'UNESCO est évidemment une organisation mondiale, avec, et c'est l'une des conversations qui, j'espère, aura lieu autour de notre stand pendant les jours qui viennent, avec la possibilité d'imaginer de nouvelles choses que nous puissions faire avec tel ou tel d'entre vous, chez vous, à partir de votre expérience, pour la mettre en dialogue
et c'est là où on rejoint le thème général de cette table ronde ou de cette préconférence, en dialogue avec d'autres expériences ailleurs. Vous le disiez, vous êtes plusieurs à l'avoir dit dans vos propos liminaires, qu'a la France à apprendre de la Malaisie et vice-versa? La question n'est pas évidente. Autant en comparaison européenne, on voit bien que les termes de la comparaison sont donnés par une histoire en partie commune. Mais qu'en est-il de ces grandes économies émergentes, avec des structures sociales et culturelles très différentes finalement de celles qui ont vu émerger les systèmes sociaux européens, mais qui néanmoins participent au même cadre international de réflexion sur les grandes valeurs et sur les mécanismes concrets d'action? Il se trouve, nous sommes très actifs en Malaisie, plus que dans d'autres pays, parce que la Malaisie est au cœur de notre programme intergouvernemental sur la gestion des transformations sociales, dont un ministre malaisien assure aujourd'hui la présidence. Notre capacité de favoriser ce type de dialogue, pas toujours aisé, et pas seulement pour des raisons simplement linguistiques, c'est l'une des choses que nous pouvons vous apporter, et j'espère que, dans la perspective de la conférence internationale de 2018, nous appuyant sur les discussions de cette conférence européenne, on peut peu à peu passer du constat que nous avons avec Diane, avec Robert, depuis longtemps déjà, d'une compatibilité de vision et d'un grand potentiel de coopération, à la mise en évidence des champs concrets, précis, sur lesquels nous puissions vous accompagner et vous puissiez nous accompagner pour que, chacun à son niveau, nous fassions un petit peu quelque chose pour que cette vision d'un monde meilleur à l'horizon 2030 ne reste pas jusqu'au 31 décembre 2029 simplement une vision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, dernière intervention, Gérard Scheffer. Merci, bonjour. Alors, nous nous interrogeons ou nous réfléchissons ensemble sur la dimension internationale de la question sociale. Mes deux prédécesseurs m'ont rappelé finalement que nous nous interrogeons sur la question de se soucier de l'autre être humain, qu'il soit proche ou lointain. L'inédit dans les situations évoquées par Christian Rollet, c'est peut-être tout simplement de penser à l'échelle de l'humanité et de débattre avec l'ensemble de l'humanité. Et vous avez vu que dans les calendriers au niveau international, nous allons de 2000 à 2030, c'est-à-dire nous pensons dans le temps et il faut agir dans le temps. Alors, pour ceux qui étaient dès le départ aussi engagés dans tout ce grand processus et ces grandes réflexions, 30 ans, c'est à peine un anniversaire, celui d'Erasmus+. Et puis, ben oui, quelques-unes des écoles en travail social étaient déjà, dès le départ, dans ce mouvement qui adossait finalement une filière professionnelle à l'enseignement supérieur et dans lequel nous sommes entrés et nous avons essayé de réfléchir la question sociale au niveau européen dans une dimension de sciences sociales. Et tout de suite, nous avons compris que rencontrer l'autre dans sa dimension internationale, c'est repousser les propres limites de sa propre conscience d'autrui, mais c'est aussi repousser ses propres frontières. Alors certains d'entre nous, moi je suis originaire d'une région Grand Est qui partage ses frontières avec 4 pays européens. On n'a pas besoin d'avoir une frontière terrestre. Ceux qui ont une frontière maritime ont eux aussi des voisins et je sais que les ponts sont parfois plus faciles vers le Québec pour certains que chez le voisin allemand. Mais qu'importe, l'essentiel c'est de traverser ces frontières. Alors, interroger les questions internationales ou les questions sociales dans leur dimension internationale, ça s'est passé depuis toutes ces dernières années. Moi, pour être maintenant une quinzaine d'années dans cette dimension au niveau gouvernemental, qu'on le veuille ou non, le gouvernement français s'est parfois lentement, mais bien a pris à bras-le-corps ce défi du social qui est dans une filière professionnelle, de la mettre pleinement adossée à l'enseignement supérieur et de permettre cette mobilité formative à des fins d'employabilité pour un marché européen, je dirais même pour un marché international. On n'a pas besoin d'être dans Erasmus+, pour faire de la mobilité internationale, ça aide, c'est sûr, mais la mobilité dans le champ du social, c'est aller vers tous les continents, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. En travail social,
où dans la question du social, je dirais aussi ce qui s'est déplacé ces dernières années. C'est vrai qu'à un moment donné, il fallait sortir de l'espace francophone. Aujourd'hui, on est même plus loin que simplement de pouvoir communiquer en anglais. Il faut pouvoir aussi de nouveau apprendre à communiquer dans la langue native de notre voisin. Et en 15 ans, ce que j'ai appris, c'est à réactiver les langues nationales pour être non seulement en mesure d'utiliser cet anglais de cuisine, passez-moi l'expression, où on se comprend tous un tout petit peu, mais chacun avec notre arrière-fond culturel propre, pour essayer véritablement de rejoindre l'autre là où il est, dans sa langue maternelle. Alors, ce qui était à un moment donné agir localement ou pour penser globalement devient aujourd'hui se former localement et globalement pour agir demain et localement et globalement et accueillir localement ceux qui viennent d'ailleurs. C'est vrai, le social et les prochaines réformes qui nous attendent pour les écoles en travail social nous adossent un peu plus à l'enseignement supérieur. Le social a découvert ces dernières années la filière de l'apprentissage, c'est-à-dire que tous nos métiers sont accessibles maintenant véritablement dans cette alternance intégrative via la voie de l'apprentissage. Je dirais qu'il faudrait maintenant que nous apprenions encore à découvrir un peu plus des métiers de l'artisanat qui, dès le départ, quand on se formait comme apprenti dans un métier, on partait après sur la Wanderschaft, c'est-à-dire les compagnons du voyage, et on faisait quelques années où on allait exercer à l'international pour après revenir. Je fais un peu ce rêve pour le travail social, lui, que peut-être on puisse se former auprès d'un maître du social, quel qu'il soit, et qu'on soit aussi prêt après à aller entamer ce débat avec l'humanité. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des micros qui sont prévus dans la salle, mais la parole est à vous maintenant. Merci pour ces 4 interventions. Je me présente rapidement. Je suis le président du Comité français d'action et de développement social, donc the French ICSW Committee. Je rebondis sur une chose, une seule pour le moment, qui est le concret. Or, en matière de concret, par exemple, il vient d'y avoir un texte important sur le socle minimum de protection sociale. Il y a eu le débat que vous avez en France sur le revenu minimum d'existence. Mon institution va prendre pour priorité la cohérence entre les aides monétaires et l'accompagnement et le travail social. Je ne veux pas disserter sur une distinction entre action sociale, travail social, etc. Et comme je vois des expériences où on ne se contente pas de verser un minimum social, mais que d'aucuns mettent des partenariats avec des collectivités locales, du monde, des ONG, des associations, etc., eh bien, ces expériences, elles valent d'être connues à l'étranger, in English, that's all right, but that need to be very, very crucial for social inclusion. Bien, écoutez, merci aux 3 intervenants de ce premier axe. Du coup, je vais appeler immédiatement Marie-Pierre Sarrat, directrice générale de l'Institut méditerranéen de formation à Marseille, Elisabeth Prieur, chargée de mission à l'Institut social de Lille, et puis Roland Biache, qui est le président du réseau Euromed France, sur le 2e axe, qui est donc développer des activités d'ingénierie en coopération internationale. Merci Manu. Bien, messieurs, dames, bonjour. L'Institut méditerranéen de formation est engagé depuis 25 ans dans des actions à l'international. On m'a demandé aujourd'hui de faire un témoignage très concret sur l'illustration d'une activité avec nos partenaires à l'international.
Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de la coopération qu'on a dans le cadre des plans concertés pluriacteurs, que je vais appeler tout le long de mon intervention PCPA, parce que ça ira plus vite. Donc, je voudrais vous présenter rapidement ce que c'est qu'un PCPA, ensuite vous dire un peu quelle place nous avons trouvée au sein de ces dispositifs, de ces programmes un peu particuliers. Vous parler peut-être en termes d'activité, de principes d'intervention, comment nous nous situons, illustré par ce qui se fait sur le PCPA qui est en cours avec la Tunisie, et enfin vous dire un peu les apports et les enjeux, et vous allez retrouver de manière plus pratique tout ce que ces messieurs avant moi ont présenté en termes d'espoir et de vision commune. Voilà. Alors, les PCPA donc, sont nés dans les années 2000, et ils sont nés donc d'une volonté des pouvoirs publics de pouvoir apporter un soutien à la coopération bilatérale, mais au niveau non gouvernemental. Ce sont des instruments de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Ce sont donc des programmes de concertation et de partenariat entre les acteurs des sociétés civiles et les pouvoirs publics. Alors, je vous lis un peu une définition. Les PCPA visent à favoriser l'émergence d'une société civile organisée et en capacité de proposer un dialogue constructif dans le but d'élaborer ou de consolider des politiques publiques adaptées aux problématiques des populations vulnérables et participer à l'amélioration de la gouvernance démocratique. Donc, ils sont bien sûr basés sur la croyance que la société civile joue un rôle primordial dans un processus de démocratisation, dans un processus de développement. Donc, dans ces programmes, on a un mode de gouvernance à 4 pôles. On a donc les pouvoirs publics français, les pouvoirs publics du pays partenaire, les organisations civiles de la société française et les organisations civiles du partenaire. Et toutes les interactions entre ces 4 pôles-là sont favorisées, sont encouragées. C'est aussi une façon de transformer les pratiques de coopération pour instaurer de nouvelles pratiques plus équilibrées, notamment sur les relations nord-sud, donc une gouvernance et des projets plus équilibrés. C'est l'Agence française de développement qui est le principal bailleur de ces programmes, et ils sont portés donc, par de grosses ONG, telles que Solidarité laïque, que représente Roland Bianche aujourd'hui. Alors, notre expérience au sein de ces programmes, on a intégré ces programmes en 2004 parce qu'on était effectivement intéressé par un autre mode de coopération, et on a participé donc à 4 PCPA, l'un en Roumanie, Bulgarie, Moldavie, un PCPA donc algérien, un PCM Maroc et un PCPA Soyons actives sur la Tunisie. Je parlerai plus particulièrement dans mon rapport d'expérience donc des trois dernières participations sur les pays du Maghreb. Alors, on travaille sur ces programmes avec de nombreux acteurs. Il ne m'est pas possible de les citer aujourd'hui et je les prie de m'en excuser. La problématique commune donc, à ces PCPA, c'est bien donc, la structuration et le développement de la société civile sur des thématiques particulières qui concernent l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse, sur la lutte contre toute forme d'exclusion, sur la lutte contre les inégalités en matière d'accès aux droits et sur les questions d'inclusion sociale d'une manière générale dont vient de parler notre dernier interlocuteur. Donc l'objectif, c'est bien de faire évoluer le dialogue entre les pouvoirs publics et les sociétés civiles autour de ces thématiques. Notre place dans ces programmes, alors on s'est cherché longtemps comment, nous, Institut de formation, on allait intervenir dans le cadre de ces programmes. Alors on participe parfois au comité de pilotage, donc c'est un travail avec les ONG, avec l'Agence française de développement, avec les associations, on est sur les questions de stratégie du programme, de communication, de capitalisation. On peut être porteur ou coporteur de pôles thématiques, et nous le sommes particulièrement sur des pôles thématiques qui touchent à l'insertion professionnelle et au développement de l'économie sociale et solidaire. On peut réaliser des projets à l'intérieur de ces thématiques et on peut également animer des activités transversales telles que la capitalisation. On a des principes d'intervention, on ne vend pas de la formation dans ces programmes. On est un peu décalé, mais vous allez voir qu'on est bien dans les principes du travail social, puisqu'on est en accompagnement de processus de production d'analyse partagée. Et tout ce qu'on met en place cherche à favoriser la coopération entre les acteurs et la production de connaissances par les acteurs eux-mêmes. C'est de l'ingénierie sociale, c'est la co-construction qui est privilégiée et on privilégie également les innovations sociales.
Ces projets mobilisent, c'est important de le dire, un maximum de ressources locales, que ce soit donc les collectivités territoriales, les associations, les ONG, les universités sur chacun des territoires. Nous intervenons sur un appui à la création de collectifs. On est vraiment en accompagnement de dynamiques collectives à partir de situations de travail qui favorisent la coopération. Alors, les activités développées, ce peut être des visites croisées, professionnelles, bénévoles, représentants publics, formateurs des deux rives de la Méditerranée. On travaille sur des enjeux partagés donc, autour de l'insertion, de l'emploi des jeunes, de la promotion de l'entrepreneuriat collectif. Ce sont des animations d'ateliers thématiques. On travaille sur la mutualisation des expériences, des outils, construire des cadres de référence communs. Ce peut être des séminaires de renforcement des capacités de la société civile, de la mise en réseau, du travail sur des diagnostics territoriaux. On peut accompagner également des diagnostics territoriaux réalisés par les acteurs locaux eux-mêmes sur un territoire donné. Ce peut être de l'accompagnement également au plaidoyer sur les questions de la jeunesse, sur la question de l'emploi, sur la question du genre aussi, qui sont très importantes, sur la prise au compte du handicap. Ce peut être de la formation de formateurs, de l'accompagnement à des dispositifs de formation, et enfin des activités d'évaluation et de capitalisation. Un exemple sur le programme Soyons actifs, soyons actives, donc le programme en Tunisie. Alors ce programme, il a pour ambition la réduction de l'inégalité de l'accès aux droits. C'est la thématique générale du programme. Voilà. Ce programme, il réunit 70 acteurs français et tunisiens, des associations, des coopératives, des collectivités territoriales, un peu plus original des syndicats aussi, de toutes ces nations, et les pouvoirs publics. Après une phase pilote, donc il y a une stratégie qui a été mise en œuvre, et l'ONG qui pilote ce programme est donc Solidarité laïque. Alors, notre place à l'intérieur de ce programme, eh bien, nous avons donc été cofondateurs à la mise en place et en co-animation d'un pôle d'expérimentation sociale qui s'appelle Insertion professionnelle, économie sociale et solidaire. Donc, l'objectif global, c'est de contribuer à la promulgation d'une loi sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Et ça passe par toute une phase de projet parce que ces programmes ont une dimension temporelle assez longue, avec la mise en place donc, de coopération, d'activités et d'emplois sur le territoire de Ras Jebel, puis sur Gouvernorat de Bizerte. Et ensuite, ce qui est visé, c'est une extension, un transfert à l'ensemble de la Tunisie. On est également positionné sur un pilotage de processus de capitalisation de ce pôle, donc pour transférer l'expérience de manière plus générale, et la mise en place d'une recherche-action sur les processus de coopération. Les apports et les enjeux, vous voyez bien qu'on est sur la production de connaissances, on est sur des expertises partagées autour de problématiques sociales donc en Méditerranée. On découvre des cadres législatifs, des politiques sociales, bon, tout ça, ça a été dit. Mais on est vraiment au cœur d'expérimentations sociales qui sont menées par les citoyens eux-mêmes, et c'est ce qui est intéressant. On est sur la question interculturelle de l'intervention sociale, on est sur la question des migrations, on est sur la question de l'exclusion, on est sur les processus de discrimination. La participation à ces programmes permet d'avoir une véritable connaissance des acteurs de terrain. J'insiste là-dessus, c'est vraiment la transformation concrète de ce qui a été énoncé avant moi. On est vraiment sur le terrain avec les acteurs et ça, je fais le retour sur la pédagogie, c'est ce qui nous aide aussi à développer énormément de terrains de stage pour les étudiants donc, qui sont en mobilité sur ces pays. On est bien sûr sur un enrichissement et un partage des pratiques, puisqu'on a de nombreux professionnels français qui participent également donc, à ces séminaires-là. 2 minutes, je vais finir. Alors, je voudrais insister sur le fait que la dimension temps de ces programmes, leur mode de gouvernance, très démocratique, voilà, les méthodes de travail à partir d'expériences, d'échanges qui sont construits avec les acteurs, vraiment dans cette dynamique particulière, ils permettent vraiment la construction de partenariats qui sont durables, qui s'inscrivent dans la pérennité. Il y a des montages de consortiums depuis plusieurs années, et ce qui permet aussi d'envisager, d'avoir une vision commune et de déposer des projets en commun. Le lien avec la recherche, puisque donc sur les recherches-actions, par exemple, il y a un lien avec la question du laboratoire. Ça nous permet également d'associer les étudiants. Il y a 4 études du diplôme d'état d'ingénierie sociale qui ont trouvé leur place dans ces programmes PCPA.
Enfin, je dirais que c'est une participation des salariés et des étudiants à partir de valeurs partagées à la participation à la solidarité internationale. Et d'une manière plus globale, ce travail que nous faisons nous met vraiment au cœur de la dimension politique de l'intervention sociale. Et en tant qu'association, ça nous permet d'apporter très modestement notre pierre à la cohésion sociale et à la paix. Et donc, je reprends la vision ambitieuse, l'agenda de l'inclusion sociale. Je reprends aussi l'idée du laboratoire de politique inclusive. Voilà, j'espère que toutes ces expériences-là vont dans ce sens et trouveront peut-être un jour la valorisation dans les dispositifs que vous avez présentés. Voilà, monsieur. Je suis Roland Biage, délégué général de Solidarité Laïque. C'est à ce titre que mon organisation pilote, coordonne, peu importe le terme, des programmes de type PCPA ou d'autres nomenclatures. Et sur la télé, nous avons une conviction, c'est que nous ne savons pas faire tout seul et nous sommes membres de pas mal de réseaux, de plateformes, de collectifs, dont le réseau Euromed France, dont effectivement je suis président depuis quelque temps, persuadé que la zone méditerranéenne, quel que soit l'angle sous lequel on l'aborde, que ce soit du 5+5 au processus du Grand Moyen-Orient, était une zone géographique et géopolitique fondamentale. Donc nous sommes en partie très investis au sein de l'espace méditerranéen, mais pas seulement, bien évidemment. Alors, deux, trois mots, parce que je crois que Marie-Pierre a vraiment résumé l'essentiel et fort bien de ce qu'était un PCPA, mais je vais en dire deux mots, parce que ça croise quelque part l'intervention du représentant de l'UNESCO, pour être très, très schématique, de la décolonisation aux années 90, notre vision du développement, au-delà que c'était purement collé à la seule dimension de la croissance, était purement descendante. Nord-Sud, nous avions les compétences et nous les apportions au Sud qui ne savait pas faire grand-chose, je schématise évidemment. À partir des années 90, et notamment du sommet de Rio, qui je pense a été un déclencheur, il me semble qu'il y a le avant et le après Rio, il y a une vision du développement qui s'est un petit peu inclinée en quelque sorte pour passer de la verticale à un peu plus d'horizontalité, même si on n'est pas encore tout à fait, pour arriver, comme ça a été dit, donc je ne vais pas répéter, aux OMD, avec les limites de l'exercice, et aujourd'hui avec les ODD, en espérant, comme l'a dit M. Crollet, je crois qu'il ne faudra pas attendre le 31 décembre 2029 pour constater qu'il va y avoir du retard, parce que de toute façon, il y aura du retard inévitablement dans ce genre de processus, et c'est à la fois normal. Ce qui a marqué l'intérêt des PCPA, qui sont l'un des dispositifs que le ministère des Affaires étrangères, avec les ONG à l'époque, avait vraiment négocié dans le cadre de ce qu'on avait appelé à l'époque la nouvelle contractualisation, c'était vraiment d'essayer dans les pratiques, quelqu'un insistait beaucoup sur les pratiques, je crois, de casser cet axe vertical pour essayer d'arriver à de l'horizontalité. Et donc, à un moment, les programmes qui étaient existants ont évolué vers ce type de programme comme les PCPA, qui passent en général par une phase de diagnostic assez importante. Avant, quand une ONG du Nord déposait un projet, grosso modo, elle discutait un petit peu avec son partenaire. Je schématise, évidemment, il y a toujours des contre-exemples. Déposer ça au ministère des Affaires étrangères, on avait une réponse positive ou négative. Hop, on partait, on embarquait, éventuellement, on faisait découvrir aux partenaires le projet qu'on avait un peu déposé pour eux. À partir de cette nouvelle contractualisation, la donne a été assez fortement changée, puisque ce que nous faisons à Scientic, ça ne veut pas dire que c'est un modèle, c'est notre façon de faire, qui en aucun cas ne prétend à la modélisation, mais en tout cas à une forme d'exemple parmi d'autres, c'est déjà de discuter entre 12 et 18 mois avec nos partenaires. Ça paraît très long, parce qu'en général, le financement de cette étude préalable, en quelque sorte, se met en place maintenant, mais jusqu'à encore récemment, il fallait l'autofinancer, ce qui pose aussi des questions, y compris pour les organisations de votre réseau. Et maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. C'est à partir de ces 12 à 18 mois de discussion où on réfléchit ensemble à l'élaboration d'une charte. On se met d'accord d'abord sur des grands principes. Ensuite, à partir des grands principes, qui sont grosso modo les valeurs qu'on partage sur les grands textes, et je m'y retrouve tout à fait dans ce que vous avez pu dire tout à l'heure dans l'introduction, il y a cette phase donc de diagnostic terrain en quelque sorte, qui fait qu'ensemble avec les partenaires, et aujourd'hui dans Soyons Actifs Actives, qui évoque Marie-Pierre, il y a 67 partenaires franco-tunisiens, et on invite systématiquement les Algériens, les Marocains et quelques autres, ça commence à faire du monde. Il y a véritablement le choix des thématiques, alors qui peut avoir un sentiment d'un relatif éparpillement.
On aborde les questions de citoyenneté, on aborde les questions d'inclusion sociale, on aborde les questions d'éducation de base, on aborde les questions d'éducation non formelle ou informelle, on ne va pas rentrer dans le détail. Et à partir des grands thèmes qu'on essaye systématiquement de rentrer dans les ODD, puisque c'est un peu la feuille de route qu'on a aussi adoptée, et dans les indicateurs des ODD, nous essayons de les rentrer dans ces grands thèmes pour savoir quelle cohérence on peut essayer d'établir entre eux, puisque l'idée, c'est fondamentalement l'intersectorialité, puisque un PCPA pourrait tout à fait, comme d'autres mécanismes, avoir un seul sujet pour dire on essaye d'avoir vraiment un effet masse, à nos échelles tout à fait modestes, hein, soyons humbles, mais ça pourrait être un choix. Mais c'est le choix contraire qui a été fait, c'est de dire on travaille dans l'intersectorialité pour essayer là aussi de casser les verticalités sectorielles. J'enfonce des portes ouvertes un peu, mais de dire si on aborde la question de la citoyenneté, comment elle se traduit dans le bassin minier, par exemple à Gafsa, d'où tout est parti en Tunisie, etc. Si on aborde la question de l'inclusion sociale, qui sont des choses qui existent depuis fort longtemps au niveau de la question du développement international, mais qui sont très peu connues et très peu répandues, en quelque sorte. Il y a quelques textes de référence tout à fait intéressants qu'on utilise. Voilà. Bref, à chaque fois, on essaye de croiser les différents acteurs, les différents sujets, pour essayer d'avoir cette approche un peu globale de l'affaire. Et l'élément clé des PCPA, parce que je crois que dans les programmes, pour terminer, c'est véritablement, je crois qu'on a poussé, on a essayé en tout cas, très loin le fonctionnement démocratique. Ce qui n'est pas toujours facile. La démocratie, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se construit. Et des fois, ça prend du temps, mais on a une conviction absolue. C'est que c'est comme par ça qu'il faut en passer si on veut vraiment casser la verticalité de l'action. Et au-delà de ces phases préparatoires que j'évoquais, véritablement, le comité de pilotage et les groupes de travail sont élus en assemblée générale par les pairs. Ça veut dire qu'il n'y a pas les Français... Alors, on a évolué, ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, je résume là où nous en sommes, et ça reste expérimental. Ce ne sont pas les Français qui élisent les Français, les Tunisiens qui élisent les Tunisiens, c'est l'Assemblée générale qui élit les Franco-Tunisiens, ce qui fait que, à part le fait que nous soyons, en tant que porteurs du dossier AFD, membres de droit et le garant de la tenue du programme, il peut très bien y avoir 6 Tunisiens, 3 Français, d'autres à l'inverse dans des groupes de travail, etc. Et c'est vraiment, tout est débattu au sein des comités de pilotage. Ça peut nous paraître évident, mais je ne suis pas sûr que ça soit si répandu que ça dans des conseils de classe, dans des écoles par exemple ou ailleurs. Et nous essayons donc d'évaluer. Nous n'essayons pas, tous nos programmes sont systématiquement évalués. Nous avons un petit repère de 10 ans d'expérience qui a capitalisé les pratiques. Et je voulais évoquer juste un dernier point qui m'a échappé, donc je vais m'en tenir là. Au-delà de vous remercier à nouveau pour l'invitation, et si jamais ça me revient dans le débat, je le redirai. Merci, ou j'essaierai de le dire plutôt. Merci beaucoup. Bien. Elisabeth Prieur, vous êtes à l'Institut social de Lille. On passe dans l'arrière-pays méditerranéen. Voilà. Vous avez donc un certain nombre d'activités d'ingénierie que vous avez développées. Je vous laisse les présenter en écho au programme concerté présenté par Marie-Pierre. Bonjour. Alors, effectivement, en écho de ce que mes collègues viennent de dire, nous avons eu à l'Institut social de Lille une forte démarche de coopération à l'international depuis plus de 25 ans maintenant, dans un réseau européen d'abord et aussi avec des écoles africaines de travail social. Donc une expérience de coopération avec un centre de formation à Madagascar, puis en Angola, et depuis une dizaine d'années maintenant au Congo-Brazzaville. Notre démarche a été celle de saisir une opportunité qui était possible de co-construction en finale comme produit, une licence professionnelle en travail social. Donc notre démarche a été d'abord de connaître et de comprendre le pays. C'est d'abord une démarche stratégique et d'interculturalité. Si on ne comprend pas là où on est et comment fonctionne le pays, on ne peut pas faire ce type de projet. Donc c'est un énorme projet qui date depuis 10 ans et dont j'ai parlé en 5 minutes, qui a été à partir d'une connaissance réciproque, de rentrer ensemble dans une démarche de co-construction de cette licence avec pas à pas chacun des référentiels dans un cadre stratégique qui nous a été donné par le ministère avec lequel
nous avons travaillé et dans une convention de partenariat avec ce ministère. Nous avons commencé cette démarche en 2008 dans une conjoncture très favorable qui était celle saisie par le ministère de rentrer dans une démarche de protection sociale non contributive des grandes institutions internationales pour réduire la vulnérabilité et la pauvreté. Et donc, c'est pas à pas dans une démarche parallèle pendant lequel le ministère construisait des politiques d'action sociale pour les populations les plus vulnérables que nous avons pu avancer, d'abord dans une démarche de formation continue et de formation de formateurs. Et c'est entre 2012 et 2014 que nous avons fait l'ensemble de l'ingénierie de projets avec nos collègues de Brazzaville, puisque le ministère avait recruté un groupe de 10 formateurs qui sont aujourd'hui les formateurs permanents d'un Institut national du travail social qui a été créé par la loi du 19 février 2015, issue de cette démarche parallèle au niveau de la formation. Donc c'est une conjoncture favorable en termes de politique sociale, une conjoncture favorable aussi qui nous a donné le cadre politique et financier pour pouvoir agir, puisque le projet que nous avons porté ensemble avec le ministère a pu entrer dans ce qu'on appelle le C2D, donc dette et désendettement, donc cette politique qui permet aux pays en développement de ne pas rembourser leurs dettes, mais d'avoir des subventions. Et c'est avec l'appui financier de l'Agence française de développement et un programme d'appui à la refondation des formations en travail social que nous avons pu avancer. Alors, dans un contexte de pays aussi, où les formations de travail social s'étaient arrêtées avec le dernier conflit armé à la fin des années 80, où 25% des professionnels exerçaient sans qualification et où il y avait d'énormes manques au niveau d'un certain nombre de professions. Donc le produit final, j'aurai l'occasion de le développer demain dans un des ateliers, c'est une licence professionnelle en travail social, donc une seule licence co-délivrée par le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mon expérience de directrice ici m'a donné aussi essayer de rentrer dans ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire. Donc co-délivrée par l'enseignement supérieur, un tronc commun d'un peu plus d'une année, de presque 2 ans, et 3 spécificités, donc assistant de service social, éducateur spécialisé, animateur de développement social local. Donc un projet, première promotion rentrée fin 2014, premier diplôme fin 2017, donc on pourrait avoir l'occasion d'en reparler avec les collègues de l'UNAFORIS à partir de l'expérience, mais une démarche vraiment de bâtir ensemble. Alors, en 5 minutes, c'est difficile de vous dire tout, mais c'est vrai que c'est bâtir ensemble, on a connu la semaine dernière une période de canicule, c'est suer ensemble, parce qu'on est en Afrique, parce qu'il fait chaud, parce qu'on n'a pas le même rythme de travail, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. On commence à travailler, pas d'électricité, donc pas de photocopie, donc plus d'ordinateur. Voilà, c'est une démarche pas à pas ensemble qui permet, ensemble de produire. Alors, grâce aux volontés ministérielles, mais avec la difficulté du financement, du peu de moyens. Mais voilà, un beau projet qui, pas à pas, est en train de bien se réaliser. Merci beaucoup à vous trois. On va donc donner la parole à la salle. En écho de ce qui est dit, quand on voit les pays que vous avez cités, finalement, si on faisait aujourd'hui une cartographie de nos établissements de formation qui travaillent avec les pays, on serait très probablement surpris du grand nombre de pays et parfois ce qu'on peut considérer comme exotique. Et c'est la question de John Crollet tout à l'heure. Pourquoi ça a un intérêt de travailler avec la Malaisie, par exemple? Et en fait, on a à apprendre partout. Il n'y a pas de frontières de ce point de vue-là. Je livre à titre d'anecdote au congrès de Séoul, avoir écouté, j'allais presque dire par hasard, un professeur du Népal évoquant qu'il y avait plusieurs universités, qu'il y avait plusieurs écoles en travail social, qu'il y avait des écoles doctorales en travail social au Népal, et
déroulant quelque chose qui était finalement sur des préoccupations tout à fait similaires des nôtres. Et donc c'était assez passionnant de ce point de vue-là. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de représentation au départ sur ces échanges et ces coopérations. Bien, qui veut prendre la parole, soit là encore pour évoquer peut-être des programmes concertés que vous faites ou avoir des questions à nos 3 discutants. Je suis étudiante assistante sociale et je me posais la question comment travailler à l'international sur l'évolution des politiques sociales et du travail social quand justement vous parlez de représentation et surtout en fait chaque pays évolue avec son temps et avec son histoire et bien sûr il y a des pays un peu plus évolués en matière de politique sociale justement. Comment travailler dans ce sens sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans la comparaison? Je sais qu'il n'y a pas une bonne réponse puisque là c'est une question de positionnement bien sûr, mais c'est une question qui mérite réflexion puisque justement travailler au-delà de ces représentations par rapport au pays, par rapport aux moyens du pays, l'évolution, tout à l'heure on parlait de démocratie, mais il y a aussi certains pays où justement la démocratie on y est encore très loin, donc ça reste quand même la difficulté je pense, non? Moi, je crois qu'il y a une posture qui, j'ai essayé de le montrer là dans les programmes, on est bien sur la réciprocité. Donc on a à apprendre chacun de l'autre. Il n'y a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Donc c'est vraiment sur la construction ensemble à partir d'échanges très pratiques. On est vraiment au cœur du travail avec les acteurs de terrain. Voilà. Donc les représentations, c'est aussi, quand je disais créer des dynamiques collectives, c'est aussi travailler sur les représentations que chacun a de la pratique de l'autre, des politiques sociales également des autres pays. Voilà. Je crois que c'est vraiment une question aussi de posture qui se construit à travers ces expériences. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Elisabeth Prieur. Oui, je pense que la première démarche est de connaître et comprendre. C'est pas arriver en disant une licence professionnelle ici, je sais faire parce qu'on est centre de formation en travail social. C'est d'abord de connaître dans le pays le contexte et c'est une démarche qui permet d'avancer pas à pas et qui permet de co-construire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'important. Ça n'empêche pas à un moment donné de dire mais non, on ne va pas avancer dans ce sens-là parce que moi, par mon expérience, je sais qu'on est dans le conseil autant que dans l'accompagnement du développement, mais on est dans une démarche interculturelle d'abord, de connaître et de comprendre. On est dans le contexte, il est très très important parce que culturellement, c'est très très différent. Une circonscription d'action sociale au Congo-Brazzaville, créée par l'État au moment de la colonisation, et une circonscription d'action sociale aujourd'hui pilotée par un département ensemble, c'est le jour et la nuit. On n'est pas, j'allais dire, les évolutions depuis les années 60 des circonscriptions d'action sociale en France, je veux dire, n'ont rien à voir avec les évolutions des circonscriptions d'action sociale au Congo-Brazzaville. Donc si on ne comprend pas que la moitié du personnel n'est pas formé, que les problématiques sociales ne sont pas les mêmes, que quand on parle de la famille ou de conflits conjugaux, on est dans un contexte culturel complètement différent, dans une société matrilinéaire et pas une société avec une famille, voilà, comme on l'a ici en France. On ne peut pas avancer. Manuel. Ouais, je voulais simplement rajouter par rapport à ce que nous a dit Emmanuel Prieur, que au Congo, dans cette expérience, il y a aussi l'IRTS de Marseille, donc IRTS PACA-Corse, qui est engagé aussi dans cette dynamique, donc en parallèle, et que je souscrivais complètement à ce qui avait été dit. Je rajouterai une chose, c'est comment faire de la formation en travail social dans des sociétés qui non seulement effectivement ont des spécificités et sont d'une certaine manière économiquement très pauvres, en tout cas en matière de redistribution, mais aussi dans des sociétés qui sont des dictatures tout simplement. Donc la complexité, c'est de faire du travail social dans une société qui n'est en l'occurrence une dictature, et je souligne tout simplement que l'IRTS de PACA-Corse s'est retiré notamment de ce projet parce que le directeur de l'IRTS de Corse a été mis en garde à vue pendant 8 heures
par les services de sécurité et que donc on a décidé, puisque je faisais partie aussi du caucus, de se retirer de cette expérience. Merci. Je suis Martine Noalite, je suis responsable de la formation à l'IUT Paris Descartes. Elisabeth, vous avez parlé d'une licence professionnelle, elle est française? Non? Micro. Elle sera délivrée par l'université Marianne Gouabi. Donc on a fait tout un dossier d'habilitation de la licence telle qu'elle a été montée avec ses référentiels et co-délivrée par le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales a créé l'Institut national du travail social en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais je veux dire, c'est des petits bouts d'histoire qu'on construit pied à pied et ligne à ligne. Et c'est parti, pendant la formation des formateurs, on a travaillé à créer des référentiels, mais pas seulement. On a travaillé en partenariat avec des professionnels de terrain qui venaient nous parler des pratiques du travail social au Congo, etc. Et la ministre des Affaires sociales est venue un jour dans un groupe de travail de formateurs que j'animais, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'on avait discuté de la reconnaissance du diplôme et notamment de la difficulté à l'époque qu'on avait ici en France de que ces diplômes soient reconnus. Et elle est venue pour montrer le travail qu'on faisait en termes de référentiel, notamment ce jour-là, c'était du référentiel de compétences, et ça a fait écho puisque la licence, elle a été structurée en 6 semestres dans le système africain de crédit capitalisable. Donc on n'est pas dans les ECTS chez nous. Donc la ministre m'a donné un dossier, je l'ai étudié, on a eu des réunions de travail, enfin voilà, tout s'est fait, je veux dire, dans la durée et dans la durée. Et c'est ce que vous présentez demain, hein, dans un des ateliers. Oui, demain j'en parlerai dans un atelier. Marie-France, Marie-Pierre. Je réinsiste sur la durée de ces programmes qui font qu'effectivement, par rapport aux questions de démocratie, on travaille parfois, comme en Algérie, avec des personnes qui ne s'étaient plus parlé depuis les années 90. Donc il y a un lien de confiance à restaurer et les méthodologies, la philosophie de l'intervention doivent vraiment tenir compte pour qu'on arrive à construire durablement ensemble. C'est vraiment le faire avec de l'intervention sociale. Mais ces liens de confiance, et c'est peut-être une limite, parce que c'est d'abord des relations de femmes et d'hommes entre 2 institutions, 2 pays, ne sont pas facilement transposables, duplicables. Et c'est vrai qu'à la fois, il y a une très grande richesse donc, pour chacun des établissements de coopération et d'activités de coopération, mais il y a une grande difficulté à ce que ce ne soit pas tubulaire et à ce qu'on arrive justement à quelque part mutualiser ça en laissant l'identité à chacun, mais tout de même en se nourrissant, et c'est probablement un des enjeux du NAFORIS. D'où l'intérêt de capitaliser et d'arriver à formaliser ces processus de coopération. Voilà. Et on connaît tout de même beaucoup de coopérations parce qu'un des acteurs a changé, et un des acteurs physiques, parfois ça se délite parce qu'il n'y a pas eu de relais dans l'université, dans l'école, dans l'institution, et donc ça c'est assez compliqué. Une dernière prise de parole, il va falloir qu'on passe au 3e axe. Je rebondis sur ce que vient de dire Marie-Pierre. Il y a 5 ou 6 PCPA depuis que le dispositif existe. Le cadre général est le même, puisque bien évidemment il renvoie à une nomenclature du ministère des Affaires étrangères et de l'AFD, mais que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Congo, il y en a un en Guinée. Hier, j'étais par exemple avec le partenaire guinéen qui travaillait avec une autre organisation. Si le cadre est le même, chaque PCP a vraiment sa spécificité liée aux acteurs et aux relations qui ont pu s'établir. Et comme j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, Marie-Pierre a fait allusion au Procopil, qui est un programme qui se déroulait en Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Roumanie et Bulgarie avant qu'ils ne soient dans l'Union européenne, mais ils étaient dans la dimension préentrante. Et comme on voulait jouer aussi géographiquement plus large, on avait introduit la République de Moldavie, qui est un peu l'oublié de l'Europe et le parent pauvre de l'Europe. Il y a une étude qui a été commanditée par l'Association des départements de France, que vous connaissez bien évidemment par définition presque et par nature. Et il y a eu une analyse du Procopil qui a été faite par un institut qui doit s'appeler Eneis, je crois, et qui a bien décortiqué et bien analysé tout le processus d'inclusion sociale qu'il y a pu avoir dans ce Procopil et qui reste un peu la référence de ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Et on aimerait vraiment bien, par exemple, redévelopper ça dans les Balkans d'ici peu.
Voilà, merci en tout cas. Merci à vous trois.